Merci beaucoup Cédric, c'est un grand honneur d'être invité ici. J'ai eu beaucoup de riches échanges hier et aujourd'hui et je me réjouis d'échanger avec vous sur cette thématique. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer sur ce sujet. Voici un peu le plan. Donc, je vais parler juste très brièvement d'un certain rappel par rapport au cancer du poumon, ce dépistage, les données des essais cliniques qui ont été faits, quelques enjeux que je trouve importants, puis ensuite je vais vous parler un peu de notre expérience d'implémentation dans le canton de Vaud en Suisse. Donc, le cancer du poumon, je ne pense pas que c'est une surprise, c'est le cancer le plus mortel chez les hommes, d'assez loin, et maintenant chez les femmes aussi. Donc, c'est un décès au cancer sur 5. Donc, c'est vraiment un très grand impact. Et si on fait le zoom par rapport au cancer du sein chez les femmes, malheureusement, c'est un cancer dont les décès sont encore en augmentation chez les femmes. Donc, ça vient de dépasser dans l'Union européenne le nombre de décès du cancer du sein. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de décès? Donc, c'est vraiment une historique important à savoir qu'en fait, le décès dû au cancer du poumon était assez rare au début du XXe siècle. Ensuite, il y a eu une explosion de l'utilisation des cigarettes manufacturées qui, disons, 40 à 50 ans plus tard, a été suivie par une explosion de mortalité par cancer du poumon. Donc, c'est une histoire très malheureuse qui, malheureusement, n'est pas du tout finie, dont le besoin de parler de ce dépistage. Donc, le facteur de risque principal, c'est le tabac, qui est impliqué dans 80 à 90% des cancers pulmonaires. Ceci dit, il y a plusieurs autres facteurs de risque à connaître, le radon, l'exposition professionnelle, la pollution atmosphérique, l'émission diesel, la pollution domestique. Donc en fait, il y a certains pays en voie de développement où il y a beaucoup moins de tabagisme, mais le fait qu'on cuisine avec des feux est très important. Ensuite, les antécédents personnels et familiaux et l'âge. En fait, il ne faut jamais oublier que l'âge, c'est vraiment un facteur de risque exponentiel avec une forte croissance autour de l'âge de 50 à 55 ans. Pourquoi est-ce qu'on voudrait dépister ce cancer? C'est parce qu'en ce moment, la majorité des cancers sont découverts à un stade avancé, donc stage 4 ou stade 4, où soit le tumeur est très grand, donc plus de 7 cm, vraiment en train d'infiltrer, ou il y a déjà des métastases. Et comme on peut voir, malheureusement, le survie à 5 ans, à ce stade, est très mauvais. Donc, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de dépistage du cancer du poumon? Donc, on parle de faire des tomodensitométrie à faible dose. Donc, en anglais, on utilise low dose CT. Donc, vous allez souvent voir cet acronyme LDCT. C'est sans produit de contraste, c'est à peu près 5 minutes. Ça prend plus de temps de mettre la personne sur la table pour le faire que vraiment le CT lui-même. Et c'est un peu particulier par rapport aux autres dépistages que c'est pour une population cible de personnes à plus haut risque du cancer du poumon. Et comme vous allez voir, les essais cliniques ont vraiment été faits sur des personnes dans une certaine tranche d'âge avec une certaine exposition au tabac. Ensuite, ce n'est pas un scanner une fois, en fait, ça se fait à répétition, soit toutes les années, dans une chose un peu plus maximaliste, soit tous les 2 à 2 ans et demi. L'objectif, donc, c'est de détecter des cancers à stade 1 ou 2 quand ils sont curables par la chirurgie. Et je pense que vous vous rappelez de vos études que le cancer du poumon, ce n'est pas un cancer homogène. En fait, il y a plusieurs sous-types. Moi, j'ai toujours en tête les 4 sous-types, mais en fait, il y a 6 ou 7 maintenant. Mais le dépistage, c'est surtout sensible pour les adénocarcinomes, beaucoup plus, en fait, plus que les cancers épidermoïdes ou de grandes cellules. Et c'est quasiment pas sensible pour les cancers à petites cellules. Donc ça, c'est les 15% des cancers, en fait, qui ne sont pas vraiment dépistés, comme ça. Là, je change aux essais cliniques. Donc, là, vous pouvez voir les 9 essais cliniques. En exergue, il y a 2 en haut qui ont été les plus grands, qu'on va focaliser un peu là-dessus. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment des études qui ont commencé vers l'année 2000 et que, en fait, la dernière a publié ses résultats il y a 2 ans maintenant, le UKLS, dont un qui était en France, le Dépiscan. Si on met tous ces essais cliniques ensemble dans une méta-analyse,
Donc, si vous êtes très rapide, vous allez peut-être voir qu'avant, il y avait 9 essais cliniques. Ici, on a 8. Donc, ça, c'est la revue Cochrane. Un des essais cliniques avait seulement un suivi de quelques années, donc ça a été exclu. Qu'est-ce qu'on voit quand on met ensemble ces 9 études? Ce qu'on voit, c'est que les 2 que j'avais mis un peu en exergue ont le poids le plus important. Ils sont aussi un peu vers le milieu de la tendance. Et la tendance est assez... C'est plus qu'une tendance. Vraiment, on voit qu'on peut conclure de manière, ils disent, de certitude modérée, que le dépistage du cancer du poumon réduit la mortalité due au cancer du poumon par 21%. Ça, c'est la conclusion. 2 choses que je n'ai pas mises sur ce slide, mais qui sont aussi importantes à dire, que contraire à d'autres cancers, c'est un dépistage qui réduit aussi la mortalité toute cause de 5%. Et il y a une tendance à dire qu'il y aurait une réduction de la mortalité plus importante chez les femmes, mais jusqu'à date, ça n'a pas été un outcome prédésigné. Il n'y avait pas assez de femmes dans les études pour dire ça avec beaucoup de certitude. Si on fait le zoom sur les 2 études les plus grandes, donc la première étude publiée en 2011, qui a fait beaucoup de bruit, ça s'appelle le NLST, c'était aux États-Unis, avec plus de 50 000 participants. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé, suite à ça, de dépistage en Europe? C'est parce que même si cette étude-là avait permis à démontrer une réduction de la mortalité de 20%, il y avait un nombre très important de tests positifs et de faux positifs, et un nombre nécessaire à dépister, un number needed to screen assez élevé, ce qui a fait qu'en Europe, la décision à ce moment-là était plutôt d'attendre. Ensuite, en 2020, il y a eu la publication de l'étude Nelson, qui était surtout aux Pays-Bas. Et là, on voit qu'avec une différente approche, ils ont réussi à beaucoup diminuer le nombre de tests positifs et avec un meilleur ciblage, à diminuer le nombre de personnes nécessaires à dépister pour prévenir un décès dû au cancer du poumon. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette étude Nelson? Une des choses les plus importantes, moi je ne suis pas radiologue, donc je ne peux pas vous parler en beaucoup de détails, mais ils ont fait une évaluation volumétrique des nodules pulmonaires, qui est une chose très essentielle. Ça, c'est versus le diamètre dans l'étude américaine. Aussi, ils ont fait une réévaluation très précise avec des logiciels spécifiques, après seulement 90 jours, des personnes avec un résultat indéterminé. Donc, dans les résultats, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y avait des personnes négatives. Ensuite, il y a une assez grande portion de personnes avec des résultats indéterminés qui ont un autre scanner à 90 jours. Et avec ça, ils arrivent à beaucoup réduire le nombre de positifs qui ont besoin d'avoir des examens invasifs. Aussi, ils ont donné plus de poids aux années de tabagisme versus le nombre de paquets années. Ensuite, ils ont aussi eu un meilleur taux d'adhésion. Et c'est une chose qu'on verra, en fait, je ne vais pas en parler, mais qui est très important pour ce dépistage. Quelques enjeux importants. Moi, je trouve que c'est une thématique fascinante, j'espère vous aussi. Une des choses que, une fois que ce dépistage va un peu à plus grande échelle, que vous allez être confronté, c'est la gestion de découvertes fortuites. Donc là, on ne parle pas d'une mammographie qui regarde que le sein ou d'une colonoscopie qui regarde que le côlon. En fait, on fait un scanner de ici à là et il n'y a pas que les poumons. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Donc, 74% des personnes dans une grande étude en Royaume-Uni avaient aussi des calcifications coronariennes. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Ensuite, il y a 64% des personnes qui ont aussi des signes d'emphysème. Est-ce qu'on repart de ça? Est-ce qu'on fait quelque chose de ça? En plus de d'autres découvertes fortuites, il y a à peu près 13% qui ont d'autres découvertes fortuites, dont à peu près 2/3, c'est dans le passage initial. 7,5% du temps, c'était des nouveaux diagnostics. Et souvent, en fait, c'est des lésions suspectes de cancer. Donc, en fait, quand on fait surtout lors du premier scanner, à peu près 2 à 3% des personnes auront un cancer du poumon et 4% auront d'autres cancers. Donc, c'est un peu différent que d'autres dépistages dans cette chose. Qu'en est-il de l'irradiation? Je dirais que c'est une des questions les plus fréquentes des patients. En fait, à ma lecture, ce n'est pas un enjeu si important que ça, parce qu'avec la nouvelle technologie et en faisant vraiment un pass,
ils arrivent à beaucoup réduire l'irradiation, contraire à un CT scan qu'on ferait pour la détection d'une embolie pulmonaire, ce qui fait que dans les modélisations, ça semble que les cancers supplémentaires dus à l'irradiation ne seraient pas très importants. Autre question, par contre, je pense qu'ils vont être abordées, c'est qui fait la conciliation des décisions partagées pour faire ce dépistage ou pas, les critères d'éligibilité, est-ce qu'on calcule le risque, une spirométrie, et je pense qu'ils vont être abordés en plus de détails. Là, je passe vers l'implémentation. Je dirais, dans les cercles, surtout dans les cercles spécialistes, il y a un certain consensus qui a lieu, qu'on devrait maintenant étudier comment implémenter ça. Vous pouvez voir qu'il y a un grand nombre de différentes initiatives en place. Il n'y a que la Croatie qui a un programme national en Europe pour le moment. Ensuite, en Royaume-Uni, il y a une grande phase de mise à l'échelle qui est en cours et beaucoup d'autres projets en cours. Une des premières qui était assez pionnier, qui a beaucoup d'influence, donc je trouve c'est intéressant à connaître, ça s'appelle le Manchester Lung Health Check. Donc Manchester, c'est une ville plutôt défavorisée au Royaume-Uni. Ils ont pris un peu la terminologie de Ever Smokers et en fait, ils ont trouvé des personnes dans les dossiers électroniques qui ont eu un contact téléphonique proactif pour être invités s'ils ont déjà fumé régulièrement une fois dans leur vie. Vous pouvez aussi voir qu'en fait, ils ont mis l'emphase plutôt sur un check-up, quelque chose qui pourrait être moins négatif que le cancer du poumon. Ensuite, ils ont fait une stratification du risque. Donc, les personnes qui sont venues sur place, à peu près 2 tiers ont fini par faire le dépistage, un autre tiers pas. Ils ont eu des conseils de stop du tabac. Et en fait, beaucoup de ça se faisait dans des remorques, dans des parkings, d'endroits dans des quartiers défavorisés. Et la mise à l'échelle est en cours. Ils viennent de passer en fait les 5000 cancers détectés. Donc il y a plusieurs, ils sont vers les centaines de milliers de personnes dépistées. Par rapport à notre projet de plus petite taille dans le canton de Vaud, ça c'est un projet qu'on a commencé au début de l'année passée pour connaître les conditions pour la mise en place et mesurer le taux de participation. L'échelle, c'était qu'on visait 1000 personnes invitées et on a utilisé plutôt des critères d'inclusion. Donc vous allez voir qu'on peut utiliser des critères d'âge et d'exposition au tabac ou des scores de risque. Pour des raisons pragmatiques, on a utilisé plutôt des critères d'inclusion et les personnes recevront 4 scanners annuels. Ça, c'était ce qu'on a choisi. Comment est-ce que les personnes rentraient? Donc, l'inclusion était possible soit suite à une invitation postale ou par les médecins de première ligne. Et qu'est-ce que les personnes recevaient par la poste? C'était une lettre et un dépliant recto verso A5 et ça les dirigeait sur un site web. Et en fait, les médecins généralistes étaient aussi invités à aller sur le site web pour inclure leurs patients. Et ensuite, il y avait un bref questionnaire pour retrouver ces critères d'éligibilité avant de prendre directement rendez-vous. Avec ça, on a recruté en fait plus vite qu'on s'attendait. Donc ça, c'est juste pour montrer un peu la vitesse. Mais surtout, donc nous, à qui est-ce qu'on a envoyé des invitations? En fait, on a trouvé des adresses dans la commune de Lausanne sans savoir leur statut tabagique. Donc, sur les 8000 invitations qu'on a envoyées, il y avait 450 personnes qui se sont participées de cette manière-là. C'est que 5% des invitations. Par contre, on pense que quelque part entre 15 et 20% de la population est éligible, ce qui veut dire que de la population éligible, probablement entre 28 et 35% des personnes ont participé. Aussi, 20% des personnes ont retourné un coupon réponse pour dire soit qu'ils refusaient ou ils n'étaient pas éligibles. Qu'en est-il dans cette expérience? Donc en fait, on a encore des visites qui sont en cours, mais jusqu'à date, on a 69% des participants qui fument toujours, dont 55% ont accepté de faire un conseil d'arrêt du tabac, qui était soit avec une infirmière ou avec un médecin, et qui durait en moyenne à peu près 30 minutes. Qu'en est-il des résultats jusqu'à date du dépistage? Donc ça, c'est après 810 participants.
Ce qu'on peut voir, c'est que 87% ont un résultat négatif, 11% indéterminé, donc ils doivent retourner pour un deuxième scanner, et 2% positifs de la première passage. Et de ces 15, 12 ont eu des investigations invasives, dont jusqu'à date, on a une complication post-chirurgicale. Et par rapport à l'avancement au niveau suisse, une demande de remboursement est en cours. On vient d'avoir les retours de questions. Donc ça avance, mais ça va encore être quelques années. Donc, mes conclusions de mon côté, c'est que donc, nous vivons une épidémie de cancer du poumon qui va encore durer au moins 50 à 100 ans, je pense, principalement dû à l'exposition au tabac. Le dépistage par le CT scanner permet de diminuer la mortalité due au cancer du poumon de 20 à 25%. Pourquoi est-ce que je mets cette fourchette? C'est parce que si on pense qu'on peut répliquer l'étude Nelson, on dit 25%. Si on va plutôt avec le revue Cochrane, on dit 21%. Ce dépistage a des enjeux importants qui devraient être connus par les médecins de premier recours. Aussi, je trouve que dans mes discussions, les spécialistes ont souvent une vision un peu utopique de ce dépistage. C'est important de aussi entendre des médecins généralistes. Et il y a de nombreux projets d'implémentation européens, dont un projet pilote que je vous ai présenté du canton de Vaud. Merci beaucoup.